Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard. Bonjour, bien pour mon émission de rentrée, j'ai la chance d'avoir ici dans ce studio Roger Cohen, qui est une légende, qui est aujourd'hui chef du bureau du New York Times à Paris où il avait démarré sa carrière de jeune journaliste. Donc il retourne toutes ces années après avoir été grand reporter aux quatre coins de la planète, d'avoir couvert quelques guerres, d'avoir été éditorialiste sur les affaires internationales dans le New York Times et aujourd'hui donc de retour à Paris. Mais il est ici parce que j'ai lu dans le New York Times, je crois que c'est la semaine dernière, enfin il y a environ une semaine, un article fabuleux sur la ville d'Odessa qui résiste, qui survit, qui est un symbole du non à Poutine. Et cet article était incroyable. Donc j'ai proposé à Roger Cohen de venir ici aujourd'hui, d'abord pour nous en parler. Donc on va commencer par Odessa. Donc vous avez titré votre article, on va essayer de le traduire. Odessa is defiant. Defiant. Bonjour Annette. Voilà, bonjour Roger. It's also Putin's ultimate target. Alors, Odessa est rebelle, résistante. Résistant, oui. Et c'est le but final de Poutine dans cette affaire d'Ukraine. Alors pourquoi vous avez choisi ce titre, Roger ? Parce qu'Odessa a résisté et parce qu'Odessa, qui donne accès à la mer Noire, est un objectif militaire très important de Vladimir Poutine. D'ailleurs, c'est la seule ville dont il a parlé spécifiquement avant de lancer la guerre, le 21 février, en disant qu'il y avait des criminels à Odessa, qu'il allait ramener à la justice. Il faisait allusion aux gens qu'il estime responsables pour la mort en 2014 des manifestants pro-russes à Odessa. Et puis, Odessa, c'est une ville qui a toujours vécu dans mon imagination, peut-être à cause aussi de la grande communauté juive, histoire juive de cette ville. Mais c'est un dateline, comme on dit en anglais, un endroit qui résonne. Odessa, c'est spécial. Et je voulais passer un temps là-bas pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe dans cette guerre. Pour un Américain, d'ailleurs pas seulement un Américain, Odessa, c'est aussi New York. Oui, Little Odessa, à Brooklyn, à Brighton Beach. Et c'est juste un exemple d'une Odessa qui rayonne dans le monde. C'est la même chose à Tel Aviv, c'est la même chose même à Paris. C'est une ville avec une immense culture dans tous les domaines. Et c'est une ville à part. C'est une ville... Lénine n'a jamais mis les pieds à Odessa, Staline non plus, Poutine non plus. C'est un peu comme une ville-État, si on imagine les villes city-states de l'Italie. Odessa, c'est un peu ça. Je raconte dans l'article une blague de quelqu'un qui se présente. Il a un très beau costume. Et cet habitant d'Odessa dit c'est une costume magnifique. Et il dit merci. Où est-ce que vous l'avez fait faire? Et il dit à Paris. Et il demande et Paris, c'est à quelle distance d'Odessa? Il dit je sais pas, 1300 kilomètres. Il dit ah bon, si loin. Et ils savent coudre tellement bien si loin d'Odessa. Il se considère un peu au centre du monde. Roger Cohen, dans votre papier dans New York Times, il y a tout le temps des allers-retours entre Odessa aujourd'hui, qui résiste, qui est un peu arrogante vis-à-vis de Poutine et en même temps qui a peur, parce que la guerre est quand même très proche. Donc, il y a ces doubles sentiments. Et à chaque fois, vous revenez sur l'histoire de cet endroit. Vous voyez les musées, vous parlez de Catherine la Grande qui a gagné, que les Russes ont gagné
ont chassé, c'est quoi, c'était les Ottomans de la ville. Il y a, à Enfin, chaque elle fois, a fondé la ville. Elle a fondé la ville. elle a fondé la ville. Oui, en Et son portrait est 1794. toujours là, dans le musée. Oui, bah, le musée est fermé. Les autorités ont enlevé 12 000 objets d'art et l'ont mis dans un endroit plus sûr. Mais ils ont laissé le portrait parce que le portrait est énorme et pèse beaucoup, mais aussi parce que le directeur du musée m'a dit que, bon, on voudrait aussi démontrer qu'on s'en fiche un peu. Enfin, si les Russes arrivent et verront ça, ils verront qu'on n'a pas pris les soins de mettre ce tableau quelque part. Et donc, ce portrait-là, tout seul, et c'est comme si Catherine contemple ce que ce président russe qui se prend pour un tsar de nos jours, ce que sa brutalité a déclenché à Odessa. Parce qu'il faut comprendre. Bon, d'abord, vous avez dit que la guerre est proche. Elle est très proche. Elle est à 80 km environ vers l'est. C'est là où la ligne de résistance a stoppé oui, l'avancée. Il y a une ville qui Russes. s'appelle Mykolaiv, Voilà. qui est sous assaut. Je suis allé 2-3 fois. Et Complètement Mykolaiv a détruite. résisté et donc a bloqué le chemin qui vient en gros de la Crimée vers l'ouest et vers Odessa. Et donc, c'est très proche du front. Mais il faut comprendre une chose, c'est que parlant de Catherine la Grande, la lingua franca d'Odessa reste le russe. C'est une ville où les sympathies pour la Russie ont duré bien après 2014. l'indépendance de l'Ukraine. Jusqu'en 2014, il y avait encore la sympathie pour les Russes. Elle a disparu quand, cette sympathie pour les Russes? Maintenant ou en 2014? Ben justement, c'est maintenant que... Je veux dire, les liens... Tout le monde à Odessa a de la famille en Russie. Ils ont essayé un moment de se parler, maintenant ils ne se parlent plus. Ils parlent la même langue, mais leur conception de la vérité est si loin l'une de l'autre que c'est impossible de parler. Et donc, il y a une espèce de processus d'éloignement qui se fait dans les cerveaux et dans les âmes, je dirais, des gens. C'est une fracture, c'est une guerre où l'autre parle votre langue. Et votre cousin. Souvent vous ressemble, votre cousin, mais veut vous tuer. Et donc, se rendre compte de ça, absorber ça complètement, c'est pas évident. Et l'ironie, si vous voulez, de ce que qu'est-ce que Poutine a dit? Il a dit qu'en gros, l'Ukraine n'existe pas. L'Ukraine fait partie du Ruski Mir, du monde russe. C'est un État inventé et c'est un État nazi. Le premier pays nazi dans l'histoire dont le président est un juif. Zelensky. Et donc il a dit ça, mais qu'est-ce qu'il a fait au fond? En attaquant l'Ukraine comme il a fait, il a forgé un sentiment national ukrainien qui n'existait pas auparavant. Il a créé l'Ukraine. Il a créé l'Ukraine quelque part, oui. Je ne dis pas créer, qu'il n'y avait rien avant, il y avait beaucoup, mais il a créé... il a cimenté au sens de ciment. Oui, il a cimenté et il a accentué... même les gens d'Odessa... je ne dis pas qu'il y a, les gens parlent dans l'article, il y en a encore des sympathisants russes, mais la vaste majorité... a passé d'une attitude qui était assez bienveillante, même après 2014, envers les Russes, à une attitude très confrontationnelle, parce qu'au fond, Vladimir Poutine, il veut entrer à Odessa et il veut, si nécessaire, tuer les gens. C'est ce que dit un de vos interlocuteurs, c'est il veut nous tuer. Ah oui, il veut nous tuer. Il veut l'annihilation non seulement d'Odessa, de l'Ukraine. Et Odessa, qu'est-ce que c'est? C'est un port. C'est une ville ouverte au monde qui a toujours accueilli, depuis sa fondation, des gens de partout. Des Grecs, des Italiens, des Tatars, des Turcs, des Arméniens,
des Russes, des gens de partout, des Français, le duc de Richelieu qui était un peu l'architecte de tous ces boulevards magnifiques qui croisent le centre d'Odessa, et dans la statue est là, justement sur peut-être l'escalier le plus fameux du monde, les escaliers Potemkin. L'escalier du film, hein, oui. les marches. Les marches, où cette scène terrible est lieu où les Cosaques sont là, implacables, et qui tuent, et qui tuent, et qui tuent, et ces gens tombent, des vieux, des enfants. Et dans le scène le plus fameux, il y a le petit... la poussette du bébé. Sa mère tombe morte, et son corps pousse la poussette en bas sur l'escalier. On voit ce bébé qui descend. C'est une scène... c'est une cinématographie absolument extraordinaire. Et ça, c'est un symbole universel de la violence et de la cruauté impérialiste. De la guerre. De la guerre, exactement. Oui. Vous avez été voir les marches? Impossible parce qu'il n'y a pas accès. Donc je suis allé à Odessa et j'ai pas vu les marches, donc je dois retourner. C'est comme ça la vie. Moi aussi j'irai pour voir les marches. Non, les marches, j'ai essayé par tous les moyens, mais les marches sont inaccessibles parce que c'est devenu une partie essentielle de la défense militaire de la ville. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont installé des... Je ne sais pas, j'ai pas vu, mais c'est secret. Des défenses spéciales. Oui, il y a tout un quartier là où il n'y a pas accès parce que ça fait partie essentielle de la défense d'Odessa, qui a été bombardée au mois d'avril, comme j'ai dit, qui reste vulnérable. Maintenant, est-ce que Poutine oserait? J'ai posé la question au maire d'Odessa. Est-ce qu'il oserait? Parce qu'Odessa, c'est pas n'importe où. C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il va oser la destruction comme il a osé la destruction et après tout, l'Ukraine sans Odessa, sans accès à la mer Noire, sans accès à son port, d'où partent maintenant de nouveau les grains, qu'est-ce qui resterait? Il resterait un État... beaucoup diminué. Donc voilà, c'est vraiment la bataille essentielle, éventuelle. Là, pour le moment, les Ukrainiens contre-attaquent dans le sud, vers Kherson, qui est la ville après Mykolaïev, en allant vers l'est. On ne sait pas trop de cette contre-attaque. C'est une ville occupée par les Russes. Voilà, occupée depuis le premier jour. Ils veulent reprendre cette ville qui est actuellement occupée par les Russes avec qui est tout près de la Crimée. Des histoires absolument horribles par ailleurs. Les Russes sont venus directement de la Crimée, ont pris Kherson. Et maintenant, les Ukrainiens voudraient reprendre. Il faut dire que on ne sait pas trop où va la guerre, mais la seule chose, je pense, qu'on peut dire avec certitude, et que ça va durer longtemps. Vous pensez que ça va durer longtemps, là? Très longtemps. Très longtemps? Oui. Il faut beaucoup de résistance, beaucoup d'armes pour tenir très longtemps. Oui, je pense que Zelensky ne peut jamais accepter la perte de 20% de son pays, et je pense que Poutine ne peut pas accepter quelque chose qui serait... Vous voulez dire qu'il veut reprendre la Crimée aussi? Zelensky dit qu'il veut reprendre la Crimée. Oui, mais vous pensez que dans c'est pas pour demain, autour d'une table de négociation, il va vouloir absolument récupérer la Crimée, parce que là, ça va être compliqué. Oui, la Crimée, c'est pas pour demain. Tout ce que je dis, c'est que les positions sont tellement éloignées et les sentiments ukrainiens sont tellement remontés que non, je vois pas. D'ailleurs, sur le plan diplomatique, pour le moment, il se passe pas grand-chose. Hein. Alors, juste, je voulais revenir. Donc, je suis avec Roger Cohen, chef du bureau du New York Times à Paris, et qui a passé 3 semaines à Odessa, qui nous raconte Odessa. J'avais une question. Vous dites qu'effectivement, ça a attiré des flux d'immigration depuis le 19e siècle. Odessa attire également des migrations. Les gens partent aussi d'Odessa, comme on a effectivement Little Odessa à New York. D'où vient cette attraction pour cette ville? Pourquoi tant de gens sont venus, en particulier les Juifs qui ont été à un moment donné quasiment un tiers de la ville étaient juives? Parce qu'il y avait une certaine liberté qu'on ne trouvait pas ailleurs. Il y avait l'opportunité économique, et puis c'était
une belle ville, où on peut avoir une belle vie. Les Juifs, pourquoi ils sont venus des shtetl au 19e siècle en masse à Odessa? Ils étaient déjà en Ukraine. Pardon? Ils étaient déjà en Ukraine. En Ukraine, mais aussi de plus loin, je veux dire, de ce qui est aujourd'hui la Pologne, parce que la Lituanie, elle est partie dans ce qu'on appelle en anglais « the Pale of Settlement ». Je ne sais pas exactement comment dire. C'était la partie de la Russie où les Juifs avaient droit à vivre. C'était des colonies juives. Non, mais c'était je ne sais pas comment dire, c'était la partie de la Russie où les Juifs avaient droit de vivre. Ils avaient le droit de résider parce qu'il était interdit à Saint-Pétersbourg et à Moscou par les tsars. Et dans cette zone de la Russie où les Juifs avaient justement le droit de résider, de loin, l'endroit le plus libre pour eux, où ils étaient vraiment sur un niveau égal à tout le monde, était Odessa. Donc, ils sont venus très nombreux. Et dans l'année 1900, un tiers de la ville d'Odessa était juif. Et il y a une immense culture juive à Odessa. On parle de Babel, dont je parle dans l'article, de Bialik, même de Jabotinsky. Et donc, d'ailleurs, à Tel Aviv, on ressent Odessa un peu comme on le ressent à Brooklyn. Il y a la rue Bialik au centre de Tel Aviv, là où a été construite la première mairie de Tel Aviv. Et pour l'histoire, je crois que c'est Ben Gurion qui avait attiré Bialik, qui ne voulait pas du tout venir en Palestine, en lui promettant de construire une datcha à l'identique, datcha russe. Et bien, c'est exactement ce qu'il a construit, le musée Bialik aujourd'hui à Tel Aviv. Et l'ancienne maison de Bialik, qui est une datcha. Vous avez l'impression d'être en Russie. Vous êtes donc pour les Juifs, Odessa était la possibilité, la liberté. Ça a été un endroit qui a donné beaucoup aux Juifs et qui a été un endroit aussi d'immense souffrance pour la Juive, comme ailleurs, bien sûr, en Europe, même en France. Et donc, Bialik a écrit ce fameux poème « City of Slaughter », la ville du massacre. Babel, il parle aussi des pogroms terribles de 1903, de 1905. J'en parle dans l'article. Vous citez un texte de Babel sur le pogrom qui est vraiment épouvantable. Il avait rêvé d'avoir ces petits oiseaux, et puis il les achète, et puis quelqu'un les prend, les tue. Des colombes. Les colombes, là, le sang des colombes sur son visage. Et c'est une scène... il passe devant une maison d'un juif qui est en train d'être détruit. Et donc, il a eu les pogroms. D'ailleurs, une raison pour laquelle immigration, mais aussi émigration. Après l'Holocauste, terrible à Odessa, des fascistes roumaniens et des nazis qui essentiellement ont réduit la population d'Odessa, qui a été libérée par les soviets, bien sûr, en 1944. Mais avant cette libération par les soviets, libération par la suite, entre guillemets, je dirais, la plupart de la population a été détruite. Sous l'occupation, sous l'empire soviétique, Odessa, il y avait un peu plus de liberté qu'ailleurs, mais il y avait un antisémitisme presque constant. Il y a beaucoup de gens à Odessa qui m'ont raconté que pour rentrer dans la meilleure université, pour avoir des postes de travail, avoir un nom juif, c'était très très compliqué. Et puis vient... Et Babel a quand même été exécuté par Staline. C'est par Staline, sur des accusations absolument fausses. Comme tous les autres procès des juifs, des médecins juifs, des intellectuels juifs. Et donc quand vient l'indépendance ukrainienne, c'est quand même une espèce de libération pour les juifs. Pour la première fois, ils peuvent être fiers de ce qu'ils sont. Pas la première fois, mais c'est une espèce de restauration de l'identité juive qu'il y avait au XIXe siècle. Et
En fait, les 30 dernières années ont été des années... j'ai parlé au rabbin qui est venu d'Israël, très jeune, qui s'est installé à Odessa dans les années 90, qui a des nouvelles synagogues, des crèches, une vie culturelle juive a redémarré à Odessa. Et dans toute l'Ukraine, d'ailleurs. Oui, et donc Poutine dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine, un truc complètement absurde. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjudéaisé Odessa, parce que avec la guerre, cette communauté qui avait regrandi, et on ne sait pas exactement le nom, mais il y avait au moins 40 000 de nouveaux juifs à Odessa et dans la région. Venus d'Israël, la plupart? Non, venus d'Israël, venus d'ailleurs aussi, mais venus principalement, je crois, d'Israël. Et donc, plus que la moitié sont partis. Plus que la moitié sont partis. Oui. D'ailleurs, le rabbin m'a raconté que une grande partie, enfin, il avait une maison là pour les orphelins juifs qui ont été d'ailleurs amenés à Berlin avec des femmes surtout dont les maris sont au front ou sont morts. Et donc ce rabbin est un peu toujours le rabbin de ces gens qui sont maintenant à Berlin. Et il disait que mon grand-père s'est enfui en Palestine à l'époque pour échapper aux nazis. Et maintenant, lui, il doit amener les gens en Allemagne pour échapper à la Russie. Bon, voilà, le chemin de l'histoire n'est jamais simple, ni droit. Roger Cohen, pour revenir sur la question du port, vous dites la clé de la mer Noire. L'importance de ce port dans cette guerre, justement, de pouvoir contrôler les entrées et les sorties. Les Russes ont miné le port, aussi les Ukrainiens qui ont miné le port, je ne sais pas. Non, enfin, c'était miné par les Ukrainiens pour empêcher aussi un assaut par la mer, mais toute la mer a été minée un peu partout par les Russes de leur côté aussi. Enfin, quelques jours avant mon arrivée, il y a interdiction totale de nager, enfin d'être sur la plage. On peut être sur la plage, on ne peut pas entrer dans la mer. Et un monsieur a décidé quand même de nager, il est mort. Et donc, l'importance de ce port, y compris pour l'exportation du blé, c'est pour Poutine avoir le contrôle. Le contrôle de ce port, comme vous dites dans l'article, c'est un objectif très très important dans la tactique, la stratégie de Poutine, c'est de remettre la main sur le contrôle du port d'Odessa. Oui, vous savez, c'était fondé par Catherine le Grand, la ville, c'était ce qu'on appelait la Nouvelle Russie. Les Russes, comme vous savez, ont toujours eu soif d'arriver au sud, d'arriver à la Méditerranée, les guerres avec les Turcs. Et qu'est-ce que c'était Odessa au début? C'était le chemin tant rêvé de la steppe russe aux Méditerranée. Parce qu'une fois qu'on est sur la mer Noire, évidemment, on peut passer par Constantinople, le Bosphorus, on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, enfin Bosphore, les Dardanelles, et voilà, on est dans la Méditerranée. Donc, un endroit très important symboliquement pour les Russes et un port très important, non seulement Odessa même, mais à l'est et l'ouest d'Odessa, il y a des grands ports qui sont surtout des ports d'exportation de grains. J'ai visité un fermier là, à une quarantaine de kilomètres d'Odessa et il y avait toute sa récolte de l'année dernière était là, enfin juste dans le champ, empaqueté, mais il ne pouvait rien faire avec. Et il a dit que si ce blocage persiste, maintenant c'est un peu allégé, mais c'est extrêmement compliqué parce que ça provoque aussi la faim dans le monde. Enfin, les gens, des marchés surtout en Afrique, en Nord-Afrique.
On verra. Bon, la Russie, pour le moment, semble avoir fait une espèce de pause. Ils ont pris contrôle de cette partie de la guerre. Je pense que peut-être Poutine cherche une façon de s'en sortir, mais je ne vois pas quelle pourrait être cette résolution pour lui. L'autre enjeu un peu chaud quand même, c'est la centrale nucléaire aujourd'hui, oui. Avec les 14 experts de l'organisation qui surveille justement le nucléaire, la UIA, qui sont en train d'arriver, peut-être, non je ne sais pas, parce qu'ils étaient partis pour aller sur la centrale, on ne sait pas s'ils vont y arriver ou pas y arriver, ou s'ils y sont maintenant, je ne sais pas, mais en tout cas ce matin ils partaient pour inspecter la centrale et éventuellement rester là pour contrôler ce qui se passe. Bon, Annette, vous savez, on prend un peu l'habitude de cette guerre. Ça fait 6 mois, ah oui, la guerre en Ukraine. Au début, les gens pensaient que la Troisième Guerre mondiale était imminente. Tout le monde était dans les pharmacies ici à Paris pour trouver des médecines qui sont efficaces contre des ondes radioactives. Donc, il y avait la peur, quoi. Maintenant, on a pris un peu l'habitude, mais c'est dangereux. Je veux dire, que ce soit le centre nucléaire, que ce soit autre chose, le danger d'un accident, d'un incident, et de l'OTAN qui rentre dans cette guerre. Il y a eu quelque chose qui se passe en Pologne, en Roumanie, en Moldavie. Le danger est toujours là, donc je pense que il y a un danger. On a tort d'imaginer que ça n'a jamais été aussi concret en Europe, ce danger nucléaire. On a toujours pensé que la dissuasion, ça marchait, c'est-à-dire tout le monde a. Monsieur Poutine en a parlé plusieurs fois. Oui. Il a fait allusion aux armes nucléaires. Il a démontré, il a dit très clairement, le cas échéant, je suis prêt. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Mais c'est ça, avec les dictateurs et les tyrans, nous autres démocrates, on ne croit pas ce qu'ils disent. En général, on ne croyait pas ce que disait Hitler quand il disait qu'il allait tuer tous les juifs, par exemple. Ouais. Quand il a pu, il a essayé. Et là, c'est pareil, Poutine a toujours dit exactement ce qu'il voulait. Et quand il a pu le faire, ou quand il a osé le faire, il l'a fait. Et là, quand il parle du nucléaire, on ne le prend pas vraiment au sérieux, mais... Quand il dit que l'Ukraine n'existe pas, on ne le prend pas très au sérieux, parce que s'il croit que l'Ukraine n'existe pas, il faut qu'il fasse ce qui est nécessaire pour rendre ce pays inexistant. Donc c'est une menace qui concerne 45 millions de gens. Et nous, ici, on écoute, l'Ukraine n'existe pas. Si quelqu'un vous dit, la France n'existe pas, la France n'existe pas. Enfin, et quelque chose qui est armé, quelqu'un qui est armé avec des armes nucléaires et dit la France n'existe pas, je pense qu'on aurait un moment de réflexion quand même. Mais ça vous surprend pas, cette espèce d'autisme de nous autres Européens? Bon, à part que vous avez dit, il y avait un petit moment de panique dans les pharmacies, mais aujourd'hui, on a l'impression, bon, d'accord, ça bombarde autour de la centrale nucléaire, mais ça va, c'est sous contrôle. Ça ne me surprend pas, vraiment, Annette. Je pense que c'est la nature humaine. Je veux dire, maintenir un niveau de colère ou de préoccupation très intense. Je l'ai vu aux États-Unis, c'est pas la même chose, mais avec Trump, comme chaque jour, il y avait quelque chose d'absolument délirant qui se passait, au bout d'un moment, c'était difficile de s'offusquer, comment s'offusquer la première fois que ça arrivait. Je pense que c'est un peu la nature. Je pense quand même que les Européens se sont mobilisés, les États-Unis s'est mobilisé, l'Alliance a fait beaucoup de choses, est en train d'armer l'Ukraine, est en train d'appliquer des sanctions. Donc je ne veux pas dire qu'on s'en fiche, on ne s'en fiche pas, on agit. Le président de la République, surtout dernièrement, a été très clair sur le fait qu'il considère ce qui se passe comme une guerre impérialiste russe, une guerre brutale, etc. Mais c'est compliqué. J'étais avec lui en Algérie et il disait aux Algériens, c'est évident,
l'Algérie est un pays qui s'est formé contre l'impérialisme, dans ce cas français. Et donc, dans une guerre impérialiste comme ça, où la Russie a attaqué son voisin, il est évident que les Algériens doivent être de la part d'Ukraine et dénoncer cette guerre d'agression. Or, les gens auxquels je parlais ne voient pas forcément les choses comme ça. Et je dirais que dans le monde du Sud, le monde en développement, il y a beaucoup de gens qui veulent pas prendre parti ou qui considèrent qu'il y a eu une provocation vers M. Poutine via l'expansion à l'est de l'OTAN. Donc, on vit dans un monde où notre monde en nous, où certaines choses semblent absolument évidentes, sont vues, perçues d'une autre manière ailleurs. Mais même en France, Roger, vous êtes donc chef du bureau du New York Times à Paris, où vous avez vu les sympathies de nombreux hommes politiques et femmes politiques pour Poutine, qui ont beaucoup de mal à s'évaporer. On continue à être poutinophile encore en France aujourd'hui. Marine Le Pen est un fan. Encore maintenant, elle est contre les sanctions. Oui, mais elle est allée là-bas plusieurs fois. Le prêt à son parti d'une banque russe est bien connu. Mais oui, il y a une espèce d'attraction. Même le président, à un moment donné, il pensait que il pouvait agir, qu'il pouvait quelque part séduire le président Poutine. Il a parlé en 2019 quand il a invité le président Poutine en France dans la résidence du Sud, là, au mois d'août. Brégançon, oui. Il a parlé de il a dit la Russie fait absolument partie de l'Europe. Cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok, duquel quelque part on rêve. Et voilà, enfin, en fait, cette vision qu'avait aussi Mikhail Gorbatchev, c'est tentant, c'est une espèce de... Oui, sortir des blocs, enfin, intégrer la Russie. Mais M. Macron a bel et bien vu maintenant que c'est une puissance impériale qui a besoin d'empire. C'est quelque part, ça existe très profondément dans l'être russe. Et donc, il a changé un peu de discours. Oui, c'est vrai mais on a quand même vu l'Europe et le monde occidental, comme vous venez de le dire, Roger, se ressouder et se mettre quand même ensemble pour fournir des armes, pour fournir un soutien, même si les opinions publiques suivent plus ou moins bien, suivant le cas, mais en tout cas au niveau des chefs d'État, vous avez vu, c'est pour la première fois qu'on a une Europe à peu près unie et une Amérique qui se mobilise depuis longtemps. On va voir pendant l'hiver ce qui se passe. Vous pensez que ça va arrêter ? Je pense que on ne sait pas. On ne sait pas à quel point la crise énergétique va être... Mais là, pour cet hiver, il y aura assez de gaz, c'est peut-être l'hiver suivant qui va être problématique. On verra. Je pense qu'il y a pas mal de crispations dans la société française et beaucoup d'inquiétudes en Europe. Sur l'énergie. Sur l'énergie, oui. Je pense que à la fin, l'Alliance tiendra et que l'isolation de la Russie va augmenter, et puis on verra ce qui se passe. Comme j'ai dit, je crains que la guerre va être longue. Bon, j'espère que non. Mais puisque j'ai un Américain devant moi, donc Roger Cohen, je voulais quand même vous poser une question sur les élections de midterm en Amérique. Vous avez été éditorialiste du New York Times avant de revenir en France à Paris. Comment est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un rebond de Joe Biden qui était donné perdant à ces élections de mi-mandat
en novembre. Est-ce que vous pensez que peut-être grâce à la Cour suprême et ses décisions sur l'avortement qui ont quand même mobilisé les démocrates et les femmes dans ce pays, que les démocrates vont faire un score meilleur que ce qui avait été attendu et ne pas perdre autant de sièges que ce qu'on craignait pour l'élection de novembre? Il n'y a pas de doute qu'il y a un petit rebond là du président Biden. C'est non seulement ce que vous venez de dire sur l'avortement, il y a aussi tout cet épisode de Trump où il s'est trouvé avec des documents top secret qu'il a choisi quand il a quitté la Maison Blanche de porter dans sa résidence en Floride. Et il maintient qu'il avait le droit, et il maintient qu'il ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Et parce que, si je me trompe, aucun président n'a jamais fait ça. Non, aucun président n'a jamais fait. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas enlever des documents. C'est comme si, je ne sais pas, on sortait de l'Élysée, on prenait les documents qu'on choisissait de vendre. Mais c'est ça. Et donc, il y a quand même une réaction à ça, même dans le Parti républicain. Il y a une inquiétude sur l'impact de cette présence Trump. Il est toujours quand même à la tête du Parti républicain. Oui, qui est quand même, il reste, pas formellement, mais il reste la personne dominante dans le parti. Le leader et les gens, enfin les autres candidats ont peur de se distancer parce qu'ils pensent que s'ils se distancent, ils perdent des gens qui allaient voter pour lui, pour eux. Et donc, son influence reste forte, mais ça n'a pas été positif, je dirais, pour le Parti républicain. Et il y a aussi le fait que le prix de pétrole, d'essence à la pompe est tombé récemment. L'inflation est très élevée, mais on verra ce qui se passe avec ça. Il y a des législations sur le changement climatique et d'autres choses qui, quand même, Biden a réussi à faire passer au Congrès. Et donc, oui, c'est plus ouvert qu'avant. La plupart des prévisions donnent quand même les républicains, parce que normalement, les élections de mi-terme, il y a toujours une élection au président. Ça va dans l'autre sens. Donc là, il serait normal que les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants, où actuellement les démocrates ont une petite majorité. Mais ce qui était, disons, un donné il y a 2 mois, que oui, ça aurait lieu, il n'y avait pas de doute, aucun doute. Maintenant, il y a un doute quand même. C'est pas la réaction à la décision de la Cour suprême qui a fait en sorte que les femmes américaines n'ont plus le droit à l'avortement. Ça a provoqué quand même une immense réaction. Dans le pays, il y a une Amérique qui va dans l'autre sens, de la Mexique, de l'Argentine, de l'Irlande, de la Colombie, de tous les pays, enfin de beaucoup des pays du monde. Et vraiment, c'était un choc psychologique. Même si on voyait que Roe v. Wade était menacé, je pense que personne n'a... C'était très difficile d'imaginer que ça pourrait avoir lieu. Et donc, il y a une action très forte, il y a une mobilisation. Et le résultat est maintenant plus ouvert, beaucoup plus ouvert qu'avant. Ceci dit, l'opposition à Biden reste forte. C'est pas le président le plus charismatique du monde. Il a un certain âge, mais dernièrement, il a quand même... il n'est pas un score formidable, mais c'est moins pire, disons, qu'avant. Il remonte. Il remonte un peu. Oui. Et finalement, il gère assez bien la guerre en Ukraine. Non, je dirais. Il n'y a pas de mort américain. Non, il a réussi à forger une cohésion de l'Alliance. Après l'épisode des sous-marins, les relations entre la France et les États-Unis sont de nouveau, je dirais, sur une bonne base. Bon,
comme vous savez, Annette, cette génération, il y a toujours un incident, un autre, mais c'est une très vieille amitié. Donc. En général, c'est pas sur les affaires étrangères que les Américains votent. Ils votent, à part, disons, mettons entre parenthèses. Non, l'économie est difficile avec l'inflation à 10%, le marché. Vous savez, internes. Wall Street est toujours très important. Wall Street est tombé de 20% environ cette année, donc après une période extraordinaire. Mais comme la plupart... Et le chômage Le chômage était environ 6%, je crois, donc pas très élevé. Donc ça aussi, c'est un critère. 5%, mais même moins, je crois, même 5%. Mais comme la retraite de la plupart des Américains est liée au marché, est liée justement à Wall Street, cette baisse forte affecte les gens, beaucoup plus que ce serait le cas ici. Oui. Alors, qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je voulais parler de votre livre personnel, parce que j'ai la chance d'avoir Roger Cohen ici dans ce studio, qui s'appelle « The Girl from Human Street », les fantômes de la mémoire d'une famille juive, qui retrace l'itinéraire de votre famille qui part de la Lituanie pour arriver en Amérique, en Angleterre, en Israël, etc. Et surtout en Afrique du Sud, où vous avez été élevé. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors, Human Street, c'est le nom de la rue où votre mère est née. Oui, la rue humaine, disons, la fille de la rue humaine. Donc, évidemment, pour le titre de mon livre, c'était, je dirais, un coup de chance que ma mère était née sur Human Street, parce que à la fois, c'était littéralement vrai, et ça donnait un peu l'idée des dimensions du livre que je voulais essayer d'écrire. Oui, j'ai écrit le livre parce que mes parents sont nés en Afrique du Sud. Leur famille venait de la Lituanie. Ils sont partis en général vers 1890. Et donc, mon père et ma mère ont été élevés en Afrique du Sud. La famille de mon père les deux d'ailleurs, étaient présents vraiment. La naissance de Johannesburg, c'est la rue Everlord vers 1885. Et donc, l'histoire de ma famille et un peu l'histoire aussi de cette ville où ont habité beaucoup de Juifs, un peu comme à Odessa, ont été attirés par cette nouvelle vie, par les possibilités, etc., etc. Comparé avec les pogroms en Lituanie, c'était préférable, disons. C'était le bon choix. Et donc, voilà, mon père était médecin, il était le dernier... il présidait, enfin plus ou moins dans la dernière résidence à l'université de Witwatersrand, qui avec l'université de Cape Town est la grande université de l'Afrique du Sud. Et quand les autorités ont refusé d'admettre des étudiants noirs à cette résidence, il a dit, ça suffit, on s'en va. Il ne pouvait pas supporter. Je lui ai demandé une fois pourquoi à ce moment-là. Il m'a dit the waste, le gâchis, enfin la perte de talent. Enfin, j'ai ressenti ça un peu en Algérie d'ailleurs. Les jeunes talentueux. Le gâchis, oui. Oui, gâchis total, gâchis vergogneux. Bon, bref, donc ils sont Vous êtes partis. Ils sont partis, moi j'avais 2 ans, et j'ai été élevé donc principalement en Grande-Bretagne, à Londres. Des autres parties de la famille sont allées en Israël, aux États-Unis, etc. Bon, une histoire assez typique juive, rien de très exceptionnel, mais comme j'avais été élevé à Londres, un peu, la priorité était l'assimilation. Donc on ne parlait pas beaucoup de tout ça. Le nom est Cohen, donc il est évident qu'on était juif, mais c'est pas quelque chose dont Vous n'avez même pas changé de nom alors? Non, en fait, une cousine à mon père, quand il a déclaré qu'il partait, l'a appelé, il m'a raconté cette histoire, l'a convoqué plus ou moins, a dit, je vois Sydney, que vous partez en Angleterre, vous allez changer votre nom, n'est-ce pas? Il a dit non, pourquoi? Non, vous devez absolument changer votre nom, parce que Cohen en Grande-Bretagne,
ça va vous empêcher d'avoir beaucoup d'opportunités, etc. Alors mon père a dit, j'y avais pas pensé, je vais réfléchir. Et donc il s'en va, et puis quelques jours après, elle l'invite de nouveau à sa maison, et elle dit, bon, donc vous avez décidé, n'est-ce pas? Et mon père me dit, bah oui, j'ai réfléchi, je vais changer mon nom. Elle dit, c'est merveilleux, c'est le bon choix. Et vous allez changer votre nom à quoi? Et il dit Einstein. Et donc il démontre ce qu'il pense de tout ça. Et il reste donc il reste Cohen. Et d'ailleurs, il a fait une carrière très importante. Il était un expert mondial sur la malaria. Bon. Et il s'est adapté à l'Angleterre, ma mère, jamais vraiment. Et après la naissance de ma sœur, elle a souffert de maladies mentales. Elle était bipolaire, tentative de suicide, longue disparition dans des hôpitaux psychiatriques. Et moi, je ne connaissais pas bien. Je sais que quand j'avais 3 ans, elle n'était pas là, quoi. Enfin, je savais qu'elle avait disparu pendant un temps, et puis il y avait une tentative très sérieuse de suicide en 1978, dont elle a survécu par miracle. Et je voulais, moi, quand j'ai quelque chose dans moi, que je sens que ça doit sortir, j'écris, enfin, c'est ça que je fais dans ma vie. Donc, j'ai commencé à essayer je voulais un peu raconter ça, parce que s'en aller de quelque part vers des nouvelles possibilités, que ce soit à Odessa, que ce soit en Amérique, que ce soit n'importe où. Oui, c'est le nouveau, c'est merveilleux, mais aussi c'est la perte. C'est la perte de quelque chose. Et c'est dur, ça, je pense. Appartenir à quelque part, c'est très important, je pense, pour la psychologie humaine. Et elle, à mon avis, n'a jamais vraiment ressenti qu'elle appartenait à cette Angleterre où le ciel était gris, où la vie... Elle venait d'une communauté juive pas très grande, mais très serrée, enfin, où tout le monde se connaissait, et maintenant elle était dans la grande ville, etc. Donc, voilà, j'ai voulu raconter cette histoire pour comprendre mieux ce qui s'est passé avec The Girl from Human Street, c'est-à-dire ma mère. Et voilà. C'est pas traduit en français? C'est pas traduit. Si quelqu'un parmi nos écouteurs... Voilà, chers amis éditeurs, vous êtes priés de traduire ce livre le plus vite possible. Écoutez, merci Roger Cohen d'avoir partagé Odessa et l'Afrique du Sud et tout cela avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui le chef du bureau du New York Times à Paris. Et pour terminer, je voulais évoquer le souvenir de Diana, Lady Di, qui s'est tuée un 31 août, il y a 25 ans, dans le tunnel de l'Alma, en passant la chanson d'Elton John qu'il a chantée aux funérailles à l'abbaye et qui s'appelle A Candle in the Night, je pense, ou In the Light, j'ai un doute, mais je pense. Voilà, donc c'est In the Wind, c'est ni the night ni the light, c'est A Candle in the Wind. Merci Roger d'être venu et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup Annette, c'était un plaisir.